Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de Goblin Slayer, et il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, la polémique autour du premier épisode, la représentation ultra violente des personnages et tout particulièrement des gobelins, comment l'anime joue sur l'ambiguïté entre hommage au jeu de rôle et pure dark fantasy, mais surtout, vous me connaissez, je suis quelqu'un effectivement d'assez aigri, je suis un homme qui n'a jamais rien aimé dans sa vie, je suis un énorme semard, donc forcément, on va prendre au moins la moitié de la vidéo pour cracher notre sel et notre haine sur cette série, en expliquant effectivement toutes les choses que je n'ai pas aimées dans cet animé, dans ce light novel, voilà, au nombre de 5, il me semble, 5 ou 6 défauts absolument dégueulasses, mais après, c'est quand même une série que j'ai relativement appréciée de toutes les manières. Voilà, je vous spoile pas mon avis, je vais en parler tout de suite, alors sans plus attendre, c'est parti. Alors, Goblin Slayer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un animé, on va le dire, assez violent, et dont le premier épisode avait fait couler, on va le dire, beaucoup d'encre, alors que pourtant, c'était pas grand-chose d'ailleurs. Bon, bref. En tout cas, ça suit un aventurier déterminé à éradiquer tous les gobelins de son monde, qui sont effectivement responsables de massacres et de violences terrifiantes un peu partout dans les petits villages. Donc, il y a pas mal de V, voilà, bon, la nature brutale des attaques de gobelins sont, voilà, mises en scène de manière, on va le dire, assez graphique, même si, franchement, on a vu pire. Enfin, je pense qu'on va le dire que tout le ramdam autour de Goblin Slayer, voilà, genre ouais, la violence, attention, il faut censurer, c'est un peu ridicule les mecs, voilà, les mecs, regardez Violence Jack et revenez me voir, parce que franchement, Goblin Slayer, c'est pas terrible, bon, enfin c'est pas terrible. Je veux dire, la violence n'a rien d'incroyable. L'anime est sympathique. Je trouve que le personnage de Goblin Slayer est très iconique, c'est-à-dire que tu sens le côté décalage social du mec. Voilà, le côté, bon, il est pas forcément dark, c'est-à-dire que la première fois qu'on le voit, je me suis dit, bon, d'accord, c'est un espèce de Sasuke de service qui va dire, ouais, tu ne comprends pas mon passé, voilà. Typiquement, le genre de personnage qui va s'adosser à un pilier ou à un mur dans l'ombre, tu sais, avec les bras croisés, en mode, ouais, tu ne comprends pas ma douleur, voilà. Non, Goblin Slayer, c'est pas ça, c'est un mec en réalité plutôt sympathique, c'est juste que, on va dire qu'il sait pas vraiment comment s'intégrer à un tissu social, voilà. Si je devais parler de manière un peu empoulée, voilà, c'est un type, bon, qui est un peu, entre gros guillemets, un peu autiste. Et je trouve que c'est bien fait, c'est pas cliché, je trouve, parce que bien souvent, quand les œuvres de fiction veulent montrer un personnage un peu décalé socialement, voilà, c'est assez cliché, c'est pas très réaliste. Je trouve que dans le cas du personnage de Goblin Slayer, c'est pas mal fait. Voilà. Aussi, autre chose que j'aime bien chez le personnage, c'est son côté pragmatique. C'est-à-dire que dans la plupart des mangas, des light novels un peu comme Goblin Slayer, où il s'agit effectivement d'un harem, parce que malheureusement, il y a un harem autour de Goblin Slayer, et ça, c'est effectivement un défaut. Bon, il y a le côté, et ça, Goblin Slayer ne l'a pas, le côté surcheaté du personnage principal. Eh bien, dans Goblin Slayer, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que le personnage est très pragmatique, on le voit dans sa façon de combattre, c'est-à-dire que le mec, il met du poison sur ses flèches, il pose des pièges, c'est pas un mec qui va balancer des kamehameha, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il va se battre contre un espèce de méga gobelin, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va carrément l'étrangler avec une perruque, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'est le mec, bon... Il va te donner des coups de poing dans les parties, il va te mordre le cou en mode Rick Grimes, voilà, c'est pas mal, il y a vraiment le côté sauvage, le côté bas les couilles, le côté bas les couilles, voilà quoi, le côté je te mords l'œil et je te balance de l'essence sur toi pour t'allumer un coup d'allumette, voilà, ce côté un peu street qui donne effectivement une couche supplémentaire de réalisme à Goblin Slayer, je trouve ça sympathique, voilà. Je trouve pas l'animé incroyable, d'ailleurs j'ai quand même lu le premier tome du light novel, donc c'est sympathique sans plus, voilà, il y a quand même pas mal de références à D&D avec les dés et tout ça, qui sont sympathiques hein, pour les fans de D&D que nous sommes peut-être, en tout cas moi j'aime beaucoup Donjons et Dragons, enfin, voilà, mais bon, ça casse pas 50 pattes à un canard non plus, c'est sympathique, je vous le conseille, mais voilà, les mecs qui disaient que c'était de nouveau Berserk, va falloir quand même se calmer un peu à un moment donné, je pense que voilà. Respirez, inspirez, expirez les mecs. Détendez-vous, le nouveau Berserk, voilà. On se calme les mecs. On se calme. Nous allons nous intéresser à l'univers de Goblin Slayer, et tout particulièrement à son mystérieux et je dirais même torturé protagoniste. Mais avant cela, posons le décor. Essentiellement, l'univers de Goblin Slayer n'est pas très différent du cadre habituel des mondes de fantasy. C'est un univers rempli de magie et de monstres, avec ses nombreux villages, ses groupes de héros et ses prophéties génériques d'apocalypse et d'élus chargés de sauver le monde des griffes d'on ne sait quel seigneur des ténèbres. La majorité des problèmes liés aux monstres, donc dans le monde de Goblin Slayer, sont souvent réglés par des aventuriers qui cherchent à tuer les monstres les plus grands et les plus forts, principalement pour la récompense et la gloire qui en découle. Il y a une exception à cela, évidemment, le Goblin Slayer.
Donc le personnage du Goblin Slayer est un guerrier stoïque et apparemment sans émotion qui ne s'occupe que de quêtes impliquant des gobelins. Cette activité l'a isolé et fait de lui un paria de la guilde des aventuriers. Elle lui a également permis de rencontrer une jeune prêtresse qu'il a sauvée lorsque sa toute première quête a pris une tournure tragique car ses compagnons de guilde ont sous-estimé le danger que les gobelins pouvaient représenter. Goblin Slayer n'est pas une série difficile à comprendre. Son principe et son histoire sont très simples et dépouillés. En gros, le Goblin Slayer tue des gobelins. Voilà. Il est tellement obsédé par les gobelins que son temps libre consiste à trouver de nouveaux moyens de tuer encore plus de gobelins. La série réussit à faire de ces petites créatures des êtres absolument terrifiants, bien qu'elles soient considérées comme les plus faibles et les plus pathétiques de tous les monstres. Le premier épisode, très discuté et controversé, pose les bases de leur existence. Il s'agit là d'une race d'êtres dérangés et sadiques qui ne pensent qu'à tuer des humains, à souiller leurs femmes pour se reproduire, à détruire des villages et que sais-je encore. Maintenant qu'on a posé le décor de l'univers de Goblin Slayer, parlons maintenant du sujet principal de cette vidéo, car oui, soyons honnêtes, le personnage du Goblin Slayer est la principale raison pour laquelle tout le monde, je dis bien tout le monde, s'accroche à la série après l'avoir commencé. Ce personnage est un mélange bizarre entre le consciencieux Batman, le sanguinaire Punisher et le délicieusement violent Doomguy. En fait, le tueur de gobelins s'avère être un personnage principal étonnamment complexe et attachant, malgré son comportement incroyablement froid et stoïque. Si chacun de ses inspirateurs, c'est-à-dire Batman, Punisher et Doomguy, a eu sa part de difficulté dans sa croisade personnelle pour faire régner la justice sur ses ennemis, Goblin Slayer va encore plus loin. Jeune homme mentalement brisé et endurci par des années d'expérience, il s'est tellement engourdi et rendu apathique au fil du temps qu'il est à présent dépourvu de toute capacité sociale et se comporte plus comme une machine que comme un humain lorsqu'il attaque les territoires gobelins. Son personnage explore l'obsession et la détermination d'une manière plutôt sympathique, mais aborde tout de même ses effets secondaires malsains. En outre, bien qu'il soit incroyablement calme et déterminé à accomplir sa mission, le Goblin Slayer est également présenté comme une personne véritablement attentionnée, qui connaît le danger que représentent les gobelins pour les villageois pauvres et désarmés, sans parler de son faible pour les membres de son groupe qui reconnaissent son héroïsme et sa bonne nature. Cela dit, une critique commune à l'égard de ce personnage que j'ai souvent entendu est qu'il n'évolue pas. Donc, que le Goblin Slayer reste globalement le même au travers de toutes ses aventures, qu'il n'y a pas d'évolution, qu'il n'y a pas de caractère développement entre guillemets. À cela, je réponds qu'en général, il est évident et facile de faire évoluer un personnage si vous avez un personnage de fiction normal et mentalement sain. Quelque chose de noir et blanc, comme de mauvais à bon, de triste à heureux, voilà. Mais Goblin Slayer n'est pas ce genre de personnage parce que, dès le début, il est fondamentalement brisé. C'est un personnage avec une personnalité austère, décalibrée socialement, avec une haine inextinguible pour les gobelins. Son développement est plus subtil, en fait. Par exemple, il est plus conscient de ceux qui l'entourent, il prend soin de ses proches, il essaie d'établir une bonne communication sociale avec son groupe, et il fait même des blagues, alors qu'il n'est pas du tout du genre à en faire. Ce sont des petites choses subtiles qui ne sont pas des changements radicaux. On peut dire qu'il s'intéresse déjà à d'autres choses que les gobelins, comme la sécurité de ceux dont il partage le quotidien. Nous savons qu'il est l'un des seuls survivants de son village natal à la suite d'un raid de gobelins, sa sœur ayant été massacrée sous ses yeux par des gobelins, le laissant seul au monde. Cela a probablement retardé son développement mental et émotionnel en raison de la perte de la personne qui lui servait de parent et de l'arrivée d'un mentor bien moins attentionné, évidemment j'ai nommé là Burglar, son mentor, mais là c'est une autre histoire. Nous pouvons voir tout cela dans la façon dont Goblin Slayer interagit avec les autres. Ses interactions sociales médiocres, son peu d'intérêt pour l'image qu'il renvoie et son apparence, son obsession en termes généraux, et le fait qu'il ait un comportement ritualiste, presque autistique si je puis me permettre. Nous savons avec certitude que la vie entière de Goblin Slayer a été façonnée par les menaces que l'on retrouve dans un monde fantastique typique. Monstres, bandits, magie, etc. Cependant, sa situation est unique, car le Goblin Slayer est apparemment le seul aventurier de rang argenté à faire ce qu'il fait. Le fait qu'il ait survécu à une expérience traumatisante et qu'il l'ait gérée en déclarant une guerre d'extermination contre un ennemi apparemment sans fin, indique qu'il est très probablement atteint du syndrome de stress post-traumatique, aka PTSD. Certains symptômes bien documentés du PTSD sont l'hypervigilance, c'est-à-dire être constamment sur ses gardes, la perte d'intérêt pour les plaisirs et toute autre activité, il ne se soucie pas du fait qu'il ait un harem qui le suit constamment, l'isolement social et un comportement autodestructeur, comme l'oncle de la cowgirl le fait bien remarquer. Il est intéressant de noter qu'il a été prouvé que les jeunes enfants atteints de PTSD, donc de syndrome de post-traumatique, peuvent souffrir d'un retard de développement dans des domaines tels que l'apprentissage de la propreté, la motricité et le langage. Étant donné que le Goblin Slayer donne des réponses courtes et brutales dans presque toutes les situations, il est possible qu'il ait un petit retard ou un autre manque dans le développement du langage, sans parler du fait qu'il n'ait aucun problème à se barbouiller d'entrailles de gobelins pour masquer son odeur. Son comportement général s'inscrit également dans le cadre du PTSD, donc
syndrome de stress post-traumatique, avec des symptômes tels que l'inhibition sexuelle, le fait qu'il se fiche totalement des relations amoureuses, des changements dans la perception de soi et des auteurs de l'événement traumatique. Il se considère lui-même comme un gobelin pour les gobelins, selon ses propres dires, ce qui reflète une certaine dépréciation de lui-même et une diabolisation de sa part, tandis qu'il considère les auteurs de l'événement, donc les gobelins, comme de la vermine qu'il doit détruire sans distinction, même les bébés gobelins. Nous pourrions également considérer le fait que le Goblin Slayer porte presque toujours l'intégralité de son armure de marque comme une sorte d'attachement émotionnel à celle-ci, ce qui est logique étant donné les avantages d'être prêt à se battre à tout moment. Cela est également lié à l'hypervigilance, comme je l'ai dit, et au manque de confiance en lui-même. Pour terminer, parlons maintenant des comportements neurodivergents. Bon, je n'essaie pas de généraliser les comportements autistiques évidemment, et je ne suis pas non plus un professionnel de la santé, de quelque manière que ce soit. Néanmoins, force est de constater que le Goblin Slayer agit comme un autiste parfois, même s'il ne l'est pas évidemment. Les preuves en sont légion. Donc déjà, mauvaise aptitude sociale telle qu'un timbre de voix anormal et des réponses inappropriées, comportement compulsif, obsession sur des sujets spécifiques, manque d'empathie affectueuse, à ne pas confondre avec un manque total d'empathie, c'est pas du tout le cas de Goblin Slayer et des autistes en termes généraux. Problème sensoriel, donc une autre raison pour laquelle il porte constamment son armure peut-être. Une aversion pour le contact physique, un désir de s'en tenir à des routines et à des comportements répétitifs, qu'il s'agisse de tuer des gobelins ou de préparer son équipement de façon toujours identique. Et peut-être une capacité d'attention illimitée. D'ailleurs, on voit son mentor, donc Burglar, dans certains flashbacks, engueuler le Goblin Slayer pour ne pas avoir mémorisé certaines leçons. Il a une capacité d'attention illimitée. Autant de symptômes et de traits que l'on associe aux troubles du spectre de l'autisme. Et même s'il ne l'est pas, donc le Goblin Slayer, son traumatisme d'enfance semble l'avoir façonné ainsi, vu qu'il présente des comportements similaires. En conclusion, je dois dire que je suis agréablement surpris par le personnage de Goblin Slayer. Il aurait été très facile de faire de lui un espèce de sous-Batman, un Batman de Wish ou un Punisher au rabais, le genre de vengeur masqué, cliché trop dark qu'on voit partout, mais non. Goblin Slayer, bien qu'inspiré de nombreux personnages du même genre, est un personnage intéressant et unique, ne serait-ce simplement parce qu'il est clairement lié à des troubles neurologiques tels que l'autisme ou le syndrome de stress post-traumatique, sans que ce soit fait de manière trop cliché ou négative. Je veux dire, si on devait le comparer avec le Sherlock Holmes joué par Dominic Cumberbatch, le constat est sans appel. Je n'ai rien contre ce Sherlock en particulier, mais le fait que son personnage soit atteint du syndrome d'Asperger semble être la raison donnée par la série pour expliquer son antipathie. Car oui, ce Sherlock se montre bien souvent très arrogant, méprisant et blessant envers tous ceux qui l'entourent. Et derrière on dit oui mais attention, il est atteint du syndrome d'Asperger, comme si c'était une excuse. Voilà. Goblin Slayer en revanche, bien que tout aussi neurodivergent que ce Sherlock, je pense, se montre beaucoup plus sympa et gentil, beaucoup plus prévenant envers son entourage, et je trouve ça très rafraîchissant. Voilà, ça montre qu'être asocial, d'avoir vécu des événements traumatisants, ne fait pas forcément de toi un connard arrogant. Bon alors, on a parlé des choses bien de Goblin Slayer, bah maintenant on va falloir parler des choses pas bien de Goblin Slayer, et je vous rassure, il y en a beaucoup. Alors déjà, le premier truc qui m'a un peu, brossé dans le sens contraire du poil, si je puis dire, lors de mon revisionnage des 2 saisons de Goblin Slayer, bah en fait c'est une incohérence un peu conne, mais pourquoi est-ce qu'il est seul à tuer des gobelins, le Goblin Slayer? Pourquoi il est le seul à le faire? Ça n'a pas de sens. Parce que, bon, ok, on va me prendre par le callback, et on va me dire que si, l'histoire nous donne une explication assez simple dès le début du manga, dès le début du light novel, pour justifier ça. C'est-à-dire que, ok, les gobelins sont des créatures de bas niveau, donc ils n'attirent pas vraiment l'attention des autres aventuriers, et donc, en théorie, les gobelins pourraient être facilement exterminés, mais vu qu'ils ne rapportent pas grand-chose et que leur élimination n'a rien d'impressionnant, bah, la plupart des aventuriers chevronnés, bah, ne font tout simplement pas les missions d'extermination de gobelins, et donc, résultat, eh bien, ça permet aux gobelins de se multiplier, de proliférer, et de devenir petit à petit une menace pour les gens du quotidien, pour les petits fermiers, les petits villageois. Ok. Et le Goblin Slayer, quant à lui, est uniquement motivé par sa haine envers les gobelins et son obsession de les exterminer jusqu'au dernier. Et il sait même d'ailleurs que ces méthodes sont inefficaces et qu'elles ne régleront même pas le problème à long terme. Donc on se demande d'ailleurs pourquoi il continue. Bref, admettons. C'est pas juste une question de décision stupide. Là, on parle vraiment d'une véritable incohérence dans l'univers de Goblin Slayer. Puisque dans le premier épisode, Goblin Slayer le dit clairement. Les gobelins ne peuvent pas et ne doivent pas être laissés en vie. Même les bébés gobelins grandiront pour devenir des monstres. Et ce n'est pas juste la vie de Goblin Slayer, c'est bien le narratif de l'œuvre. D'ailleurs, on parlera un peu plus tard du narratif de l'œuvre et du fait que ce soit vraiment un potentiel gâché
extraordinaire. Le fait que le narratif justifie l'avis de Goblin Slayer sur les gobelins, c'est-à-dire le fait que Goblin Slayer considère les gobelins comme étant des gros méchants pas beaux, sans qualité rédemptrice, moi je pensais, et on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, que finalement on allait montrer que les gobelins avaient quand même une humanité, et que Goblin Slayer voit le monde en noir et blanc et il ne voit pas la nuance dans le peuple des gobelins, et que finalement eux-mêmes aussi ont des raisons d'agir ainsi. Bref, je pensais que le narratif allait disqualifier la vision très binaire et manichéenne du Goblin Slayer sur les gobelins. Bon, malheureusement c'est pas le cas du tout, donc déjà ça c'est un problème. Et même la prêtresse qui hésitait à la base à tuer des enfants, finalement change rapidement d'avis. Donc voilà, faut tuer des enfants gobelins, ok, admettons. Mais le problème finalement, et on parlera du problème du narratif plus tard, mais là en ce qui nous concerne dans cette partie de la vidéo, le souci c'est pas l'idée d'une race purement maléfique qu'il faut exterminer. Pour moi c'est un problème, mais on en parlera plus tard encore une fois. Non, le vrai souci c'est que si les gobelins sont une telle menace, pourquoi le Goblin Slayer est-il le seul à vouloir s'en occuper? Puisque là on parle de gobelins qui détruisent des villages entiers, brûlent des fermes, kidnappent et vêent des femmes pour se reproduire. Ce sont des actions qui en principe affaiblissent les royaumes humains petit à petit, un peu comme une termitière qui affaiblirait petit à petit les fondations d'une maison. Et en plus ça renforce les gobelins. Et pourtant personne ne les voit comme une menace. C'est quand même un peu bizarre. Comment on peut les considérer comme des ennemis de Baran? Je veux dire, c'est comme si dans StarCraft 2, tu pars du principe que les Zergs sont des ennemis de Baran parce que si tu prends un Zerg individuellement, bah il est tout faible. Non mais les Zergs sont surpuissants parce que c'est une putain de colonie. El famoso Zergrush, si je puis me permettre. Voilà. Donc, ok, un gobelin pris tout seul, c'est de la merde, mais une colonie de gobelins, c'est quand même bien vénère. Il y a rien qui justifie le fait que personne ne les prenne au sérieux. Voilà. Évidemment, il y a un autre argument avancé, le fait que le monde soit en guerre contre des monstres et l'armée du Demon King, du roi démon, hein, voilà. Grand cliché des isekai japonais, bon ok, et donc on nous dit effectivement que la plupart des gens sont en train de se battre contre ces monstres et contre le Demon King, donc forcément ça accapare l'attention de ces autres aventuriers. Le problème, c'est qu'on ne voit jamais vraiment cette guerre. Toute la série tourne autour des gobelins, et ce sont eux qui causent les plus grands traumatismes à la plupart des personnages que l'on voit, c'est-à-dire Goblin Slayer, Cowgirl et même les autres. Même la Sword Maiden, voilà, tous ces personnages ont été choqués par les gobelins, voilà. Tous ces personnages ont été traumatisés, ont été choqués. Leur vie a été complètement détruite par les gobelins. Et donc forcément, les échecs les plus cuisants de l'équipe du Goblin Slayer bah, sont aussi face aux gobelins. Et pourtant, on essaie de nous faire croire qu'il y a d'autres menaces plus importantes qui existent en coulisses. Mais on n'en voit rien. Parce que à la base, ce point-là de l'intrigue, c'était une qualité. À la base. C'est-à-dire que, je vous la fais rapide, le fait que le Goblin Slayer ne se concentre que sur les gobelins, sur une petite menace, en principe, c'est parce que c'est comme ça qu'on nous la présente, sur une petite menace du quotidien, voilà. Alors que pourtant, il y a un Demon King à côté, et Goblin Slayer s'en bat les couilles, on le voit lors de l'épisode 3, il y a effectivement une congrégation d'aventuriers avec le lézard, le nain et l'elfe qui viennent et qui disent « Oui, Nanani, on a besoin de toi contre le Demon King », et le Goblin Slayer refuse directement, il dit « Non, non, moi je veux aider les petites gens, je veux aider les petits villageois, voilà, je veux accomplir des petites tâches qui ne sont pas extraordinaires, enfin je veux dire, il va pas tuer des dragons, ou il va jamais être un héros, en principe, hein, je dis bien en principe, hein. Parce que finalement il l'aimait, c'est le problème, voilà. Il ne fera jamais partie de ces chansons de gestes du héros qui va se battre contre le Demon King. Voilà, ça c'était un bon délire, c'était une très bonne idée de Goblin Slayer de mettre ça en place, parce que généralement, dans un monde de high fantasy ou dark fantasy ou ce que tu veux, bah, le héros va se battre contre la plus grosse menace et qui menace le monde, en principe. Donc le Goblin Slayer prend ça totalement à contre-pied, donc à la base, le fait que le Goblin Slayer se focus sur les petits gobelins et mette de côté, ignore totalement l'énorme menace du Demon King, ça c'était un énorme point fort de Goblin Slayer. Le souci c'est que ça ne fait plus sens. Bon déjà d'une part, et attention spoiler, le Goblin Slayer va défaire le Demon King, parce qu'apparemment finalement, la sous-intrigue du Demon King est liée à la sous-intrigue Gobelin, donc finalement, voilà, ça détruit totalement la qualité que c'était au début, mais surtout, et c'est là où le bas vraiment blesse à donf, c'est que l'univers semble assez tranquille en dehors des gobelins. Parce que quand ils ne combattent pas ces créatures, la guilde et tous les aventuriers que l'on voit bah, mènent une vie paisible et sans accroc. Et même quand un escroc essaie de tromper l'équipe du Goblin Slayer, bah, il se fait réprimander par la guilde sans problème. Et Goblin Slayer, obsédé qu'il est par sa chasse aux gobelins, prend le temps de le faire asseoir pour une petite leçon de morale. Et les aventuriers eux-mêmes ne montrent jamais de blessures sérieuses. C'est ça en fait le truc, c'est-à-dire que si tu veux nous faire croire que, attention, qu'aucun aventurier ne veut se frotter aux gobelins parce qu'ils n'ont pas que ça à foutre, parce qu'il y a plein d'autres problèmes beaucoup plus présents, bien il faut montrer le monde en mode ultra dark fantasy vénère, avec des trolls, des créatures eldritch et Lovecraftiennes un peu partout. Et c'est là où tu dis, ah ouais d'accord, comparé à ces créatures-là, on peut comprendre pourquoi la menace des gobelins est considérée comme étant bénigne. Sauf que là, pas du tout. Pas du tout.
Le truc le plus terrifiant dans ce monde, c'est les gobelins. Et c'est ça en fait le truc. Et on en parlera un peu plus tard. Le monde de Goblin Slayer essaie de jongler entre deux univers qui ne peuvent pas coexister de manière cohérente. Le côté Dark Fantasy avec les gobelins et le côté Isekai sympathique avec le harem et tout ça et tout team, bref, voilà, le côté un peu slice of life, tout gentillet, tout mignon, de l'autre. Et ça crée une rupture terrible qui affaiblit toute l'histoire. Et le pire, c'est que l'accent mis sur les gobelins et l'obsession de Goblin Slayer à les exterminer nous pousse justement à nous poser des questions sur l'absurdité de tout ça, au lieu de simplement poser notre cerveau par terre et de profiter du spectacle. C'est vraiment dommage. Et justement, puisque je parlais un peu avant du côté harem de Goblin Slayer, bah on va en parler. Et on va discuter du fait que Goblin Slayer, au final, bah c'est une power fantasy qui se cache un peu mieux que les autres isekai, mais qui finalement n'est rien d'autre qu'un power fantasy qui s'ignore. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'une œuvre power fantasy? Rapidement, c'est une œuvre de fiction où le protagoniste vit des situations qui lui confèrent une forme de pouvoir ou de contrôle, souvent démesuré, c'est-à-dire que bien souvent, toutes les meufs veulent de lui, il a un harem, tout le monde l'aime, il réussit tout ce qu'il fait, il est surpuissant, bref, voilà. Afin d'offrir une expérience cathartique à son public. Et le truc avec Goblin Slayer, c'est que dans les premiers épisodes et dans les premiers tomes, ça cache bien son jeu et on croirait pas du tout ça en fait. On croirait pas du tout que Goblin Slayer est une œuvre de power fantasy. Parce que le Goblin Slayer n'est pas surpuissant et aussi parce que le monde de Goblin Slayer au tout début nous est présenté comme étant objectivement horrible. C'est-à-dire que, bon, on voit des gens se faire des gens se faire détruire par des gobelins, bref, voilà. Et donc, on se dit, c'est pas vraiment une power fantasy, dans le sens où la power fantasy, à la base, bon, c'est un mec qui débarque, tout se passe bien pour lui, il y a jamais rien de mal qui lui arrive, il est aimé par tout le monde, il a un harem, il y a 1 milliard de meufs trop jolies qui lui tournent autour, il réussit tout ce qu'il entreprend. C'est pas exactement comme ça que Goblin Slayer nous est présenté au début, donc on se dit, bah non, en fait, ben si. Parce qu'en réalité, Goblin Slayer est centré sur un personnage principal qui est donc un asocial traumatisé, sans aucune forme de charisme, incapable d'interagir normalement avec les autres. Ok. Pourtant, et sans le moindre effort de sa part, il parvient à réunir une équipe, à se retrouver à la tête d'un harem en puissance, c'est-à-dire toutes les meufs qui lui tournent autour, MDR. Je veux dire, j'ai pas envie de parler de la cowgirl, mais bon, on n'en parlera pas, mais voilà, juste regardez. Donc voilà. Et en plus de ça, il gagne le respect et l'admiration de tous, alors que au début, on essaie de nous le vendre comme un mec un peu paria dans la guilde des aventuriers, avec son armure sale et tout, nanani, les gens le regardent un peu bizarrement. Voilà, les gens lui balancent un peu des regards Scarface, mais finalement, en fait, tout le monde l'aime. C'est ça le délire. Tout le monde l'admire à la fin. C'est-à-dire que quand il demande de l'aide à tous les aventuriers pour protéger la ferme de la cowgirl, à la fin de la saison 1, ben finalement tout le monde dit « Ouais, on t'aime, y a pas de souci, on est avec toi. » Bref. Et le truc, et surtout, il parvient à accomplir sa vengeance toujours sans subir de réelles conséquences. Parce que souvent, un personnage tel que Goblin Slayer qui est complètement obsédé par une idée de vengeance, généralement, et c'est comme ça que c'est censé être, hein, c'est pas une question d'originalité ou pas, c'est comme ça que ça doit se faire. En général, on le voit être consumé par sa volonté de vengeance, et on se rend compte que, voilà, comme dirait le dicton, quand tu pars te venger, creuse 2 tombes. Voilà. Creuse une tombe pour le mec que tu vas tuer, et creuse également une tombe pour toi, parce que tu te perdras dans cette quête perdue d'avance, d'une certaine manière. Voilà, c'est ça qui est intéressant, sauf que bah il y a pas ça dans Goblin Slayer. Et au-delà de ça, le fait qu'on ne voit jamais vraiment le visage de Goblin Slayer permet au spectateur de facilement s'identifier à lui, parce que également, et ça je l'avais oublié de le dire, un des gros aspects phares du power fantasy, des isekai et tout, c'est quand même le délire du self-insert, du fait de pouvoir s'insérer soi-même dans les bottes du protagoniste. Et bien souvent, c'est pour ça que dans la plupart des animés harem isekai et que sais-je encore, le protagoniste n'a pas de personnalité, afin que le lecteur de base puisse se mettre dans ses bottes et s'immerger à sa place. Et c'est là où on se dit, forcément au début, que bah non, le Goblin Slayer, il a une personnalité bien à lui. Bah en fait, pas tant que ça, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui sont mis en place, comme le fait qu'il n'ait pas de visage distinct, afin de permettre quand même au lecteur de, bon an mal an, s'insérer à sa place. Et de toutes les manières, ne vous inquiétez pas, il est quand même beau gosse, hein. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de souci. À chaque fois que les autres personnages voient son visage, tout le monde est en train de rougir. Et, oh mon dieu, qu'il est beau. Voilà. Encore une fois, un délire de power fantasy. Bon. Et puisqu'on parle de power fantasy et qu'on parlait d'harem, bah voilà, parlons un peu du harem. Parce que, waouh, quoi. Le mec, déjà, il a sa fameuse Tomodachi. Donc la Tomodachi, terme japonais qui veut dire ami d'enfance, c'est un cliché absolu dans les mangas et animés. Bon, donc la cowgirl, la fermière, qui est clairement attirée par lui. Il y a le secrétaire de la guilde, donc la guild girl, qui est attirée par lui. Il y a la prêtresse, qui éprouve des sentiments pour lui. Il y a la haute elfe archère, qui fait sa tsundere en mode baka, mais qui finalement, voilà,
toi-même tu sais comment ça se passe. Il y a la Sword Maiden qui, elle aussi, est à 2 doigts de lui sauter dessus. Bref, un harem complet pour Monsieur Goblin Slayer, là-dessus il y a pas de souci, de femmes attirantes et en plus compétentes, mais attention, pas plus compétentes que lui, bien sûr, hein. Voilà, puisqu'elles ont toujours toutes besoin de lui, hein, voilà, et dépendent de lui, bien évidemment, parce que sinon c'est pas du power fantasy, voilà. Et bien sûr, lui-même n'essaie même pas de les séduire, voilà. Il est toujours couvert de crasse, de sang de gobelins, mais elles le veulent toutes, pour une raison qu'on ne sait pas vraiment. Voilà. Encore une fois, c'est même pas étonnant, hein, je veux dire, voilà. Et rien que le fait que lui-même ne les poursuive pas, évidemment, on te dit oui, mais c'est parce qu'il est à moitié autiste ou je sais pas quoi. Oh, mais c'est surtout parce que si Goblin Slayer commence à poursuivre une fille en particulier, ben il y a plus de harem. Voilà. Ben oui. Et donc la plupart des lecteurs pourront plus vraiment s'insérer dans les bottes d'un mec qui a un harem. C'est ça en fait le souci. Et au-delà de ça, le mec c'est une légende, tout le monde le respecte, on lui donne plein de surnoms différents comme Tranche-Barbe, Orc-Bolg, bref voilà. Et ça ne fait pas sens avec sa personnalité de base de weirdo un peu, de mec un peu antisocial, de nid, de hikikomori qui passe son temps à tuer des rats dans les égouts. Même si bon, pas tout à fait un hikikomori puisqu'il ne reste pas chez lui, bref, vous m'avez compris. À la base, on nous le vend un peu comme un type bizarre que personne n'aime vraiment, voilà. De type qui a du mal à s'intégrer dans un tissu social, mais finalement tout le monde le trouve génial, il a des meufs, et tout le monde l'aime, et tout le monde l'apprécie, et tout le monde veut devenir comme lui. C'est ça en fait le truc. Et à la fin, on se demande, mais pourquoi ne pas être Goblin Slayer, finalement ? C'est ça en fait le truc. Toutes les choses horribles de toutes les manières arrivent aux autres. Tout ce qu'on a à faire, c'est juste décider de vivre dans la crasse et d'appliquer des stratégies de combat basiques. Parce que oui, à chaque fois on essaie de te vendre le Goblin Slayer comme un mec incroyablement rusé et intelligent. Mais en fait, il est rusé et intelligent tout simplement parce que les autres aventuriers sont complètement négligents. En fait. Parce que regarde, qu'est-ce qu'il fait Goblin Slayer ? Genre, ouais, attention, je porte un casque pour protéger ma tête. Oh, extraordinaire, merci beaucoup. Ou, j'utilise une épée plus courte pour éviter de me retrouver dans la mer dans une grotte étroite. Ah, super, sympa, merci beaucoup. Donc clairement, voilà, c'est une power fantasy totale et absolue, le Goblin Slayer, alors que non. Alors qu'à la base, c'était pas ce qui nous était vendu. On nous a vendu, au tout début de la série, quand même, un personnage entre la lumière et les ténèbres. Un mec qui, limite, se tient au-dessus de l'abysse. Limite. Voilà, un espèce de mec qui représente un peu le trope du EO Fight Monster, excusez-moi de mon accent anglais dégueulasse, mais voilà, la fameuse phrase de Nietzsche, voilà, celui qui combat les monstres doit faire attention à ne pas devenir un monstre, et celui qui regarde l'abysse doit faire attention parce que l'abysse regarde aussi en lui, voilà. Goblin Slayer, c'était censé représenter cette phrase de Nietzsche, c'est ça en fait le délire, mais finalement, non, c'est con, voilà, et c'est dommage. Troisième truc qui est vraiment chiant dans Goblin Slayer, c'est que c'est ennuyant finalement, on va pas se mentir. Parce que le cœur de l'histoire n'est tout simplement pas assez intéressant, en fait. Et à la limite, si c'était assez intéressant, j'aurais pu ignorer ses défauts, mais c'est pas le cas. La plupart des personnages sont plats, bon, le Goblin Slayer est intéressant malgré tout, ok, y a pas de souci, malgré le côté Power Fantasy. C'est un personnage qu'on voit pas forcément tout le temps, donc là-dessus y a pas de souci. Mais tous les autres personnages sont super fades. Quoi. Il y a le nain, il y a l'homme lézard, bon voilà, plus l'homme lézard qui est indien. Ça c'est toujours le délire. Dans la plupart des univers de fantasy, à chaque fois qu'on voit un peuple lézard, il faut qu'il soit accolé à la culture amérindienne. C'est toujours comme ça. C'est fou ça, franchement. Bref. Et au-delà de ça, le cadre de fantasy est super générique. C'est ça le souci. Tout droit sorti du moule de ce que l'on retrouve dans tant d'animés, dans tant de mangas, dans tant de light novels, un peu isekai, un peu fantasy. Et le format épisodique n'apporte aucune réelle nouveauté ou aucune idée intéressante à part comment Goblin Slayer va-t-il tuer des gobelins aujourd'hui. Et le truc c'est que la plupart des autres personnages, encore une fois, sont des archétypes sans âme ou des copies de personnages issus d'autres œuvres. Ils n'ont même pas de nom. C'est-à-dire qu'il y a la haute elfe archère. Comme s'il y avait qu'une seule haute elfe qui manie un arc dans ce monde. D'ailleurs, c'est même l'une des classes les plus génériques pour un haut elfe. Qu'est-ce qu'on fait si on trouve un autre haut elfe archer ? C'est quand même con. D'ailleurs, même au-delà de ça, pourquoi la prêtresse n'est pas appelée prêtresse humaine ? C'est juste une question bête, hein, mais voilà. Parce que normalement, l'association race-classe est complètement dépassée depuis la première édition de Donjons et Dragons. Bon, à la limite, là, je digresse. Mais voilà, le world building et le cadre de Goblin Slayer, qui sont ultra génériques, vus et revus partout, fait partie d'un des plus gros problèmes de la série. Et ça m'empêche totalement de vraiment m'investir dans le concept central de l'histoire. Et justement, puisqu'on parle des personnages, on va parler des personnages. Bon déjà, dès le début, j'ai mis du temps avant de réaliser que la plupart des personnages n'avaient pas de nom. C'est quand même con. Voilà. Et c'est une décision, bon, originale.
Mais en ce qui me concerne, pour moi, ça témoigne, on va le dire, d'une certaine paresse de la part de l'auteur. Et c'est également un facteur qui empêche un peu de s'attacher aux personnages, puisqu'on ne sait pratiquement rien d'eux, pas même de leur nom. Si on prend par exemple la prêtresse, bah, c'est le personnage féminin typique qui s'attache au héros simplement parce qu'il l'a sauvé. Voilà. J'ai du mal à lui définir une personnalité au-delà du stéréotype de la fille timide et loyale qui dit Gomenasa et toutes les 2 minutes. Donc voilà. Bon, il y a les personnages de Tsundere, Elf et le nain qui sont ultra clichés. Bah, le nain, c'est le nain, quoi. C'est le mec un peu bourru au grand cœur. Bon, voilà, c'est les nains, voilà. Et bon, l'elfe, c'est une tsundere. Et d'ailleurs, ils interagissent exactement de la manière dont on s'imagine les elfes et les nains interagir. C'est-à-dire, ils s'aiment bien, mais ils se chamaillent en même temps. Enfin, voilà, quoi. On prend les mêmes, on recommence. L'homme lézard, son seul trait un peu mémorable, c'est le fait qu'il aime le fromage. Voilà. La sorcière est réduite à 2 traits, sa poitrine ultra généreuse que la série te souligne à chaque fois qu'on la voit. Il y a des gros plans sur sa poitrine tout le temps. Voilà. Bon, à la limite, pourquoi pas. Et aussi, autre point vraiment super chiant avec elle, c'est sa façon ultra exaspérante de parler. Elle met 40 minutes pour dire juste une phrase. Voilà, apparemment c'est comme ça qu'on se caractérise un personnage. On la rendant la plus chiante possible. Et la plupart des autres personnages n'ont même pas besoin de nom, parce que de toutes les manières, même leur design fait penser à d'autres personnages. Si on prend par exemple le lancier, bah évidemment, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il ressemble, mais alors là, trait pour trait, et même au niveau de son personnage, même au niveau de sa personnalité, c'est la même chose, à Lancer de Fate. Évidemment. Pareil pour l'espèce de mec avec sa grosse épée, bah c'est Guts. Moi je suis vraiment désolé, bref. Tous ces personnages sont complètement génériques à la mort et ça fait chier. Et bon, maintenant, parlons un peu de l'éléphant dans la salle. Bien évidemment, on va parler des gobelins, qui sont de terribles antagonistes. Et quand je dis terribles, c'est pas une qualité, hein, non. Ils sont des antagonistes éclatés au sol. Parce que, et j'en ai un peu parlé au tout début de la vidéo, ils sont constamment dépeints comme des meurtriers et des V, des mecs qui font des V, absolument sans âme, totalement et irrémédiablement mauvais. Voilà, et ça retire complètement toute possibilité de nuance. Voilà, c'est manichéisme land, malheureusement, Goblin Slayer. Et tous les combats du Goblin Slayer contre eux sont simplifiés à l'extrême. Une espèce de bataille du bien contre le mal, et où il est évident que le héros, bah, il est toujours du bon côté du manche. Aucun des gobelins n'a de personnalité distinctive, ni de justification pour leurs actions. Le seul qui prononce quelques mots, bah, c'est un peu le Seigneur Gobelin à la fin de la saison 1, et lui-même ne fait que reciter quelques phrases sans grand impact. Il ne représente jamais vraiment une véritable menace pour les protagonistes. Ils empoisonnent leurs armes, certes, mais aucun des personnages principaux n'est réellement affecté par le poison après l'épisode 1. Ils tentent d'utiliser des boucliers humains lors de la bataille finale de la saison 1, mais la situation est immédiatement résolue en les plongeant dans un sommeil magique. Les seuls antagonistes qui posent une véritable menace sont ceux qui ne sont pas des gobelins, comme l'ogre ou les gobelins d'un rang supérieur comme les hobgoblins par exemple. Et en raison de la structure un peu Monster of the Week de la série, c'est-à-dire que à chaque nouveau chapitre, à chaque nouvel épisode, il y a toujours un nouveau monstre à combattre, bah il n'y a pas vraiment de lien émotionnel avec les méchants. Ce qui rend les combats, même ceux qui devraient être importants, comme celui contre le Seigneur Gobelin, bah totalement fade. Ce dernier est d'ailleurs introduit à peine juste avant la bataille à la fin de la saison 1, ce qui empêche toute montée dramatique ou tension réelle. Et pour une série qui se concentre sur les gobelins, aucun effort n'a été vraiment fait pour les distinguer des clichés habituels des gobelins de fantasy en général. Ils ne sont rien de plus que l'armée d'un seigneur noir typique, voilà, du Demon King de base, interchangeable et sans aucune saveur, totalement insipide. De toutes les manières, Goblin Slayer manque cruellement d'imagination dans sa manière d'écrire ses antagonistes. Surtout sur un récit centré sur eux. Je veux dire, le nom du truc, le nom de l'œuvre, il y a Gobelin dedans, Goblin Slayer, c'est con. Et encore une fois, et j'en ai un peu parlé un peu plus tôt dans la vidéo, il y a clairement 2 mondes parallèles dans l'univers de Goblin Slayer. C'est-à-dire que il y a d'un côté ce monde sombre de dark fantasy, brutal et sanglant, où règnent les gobelins, et où si t'es pas préparé, bah tu crèves. Surtout si t'es une femme, hein, et vous connaissez la suite. Voilà. Je vous fais pas un dessin, je tiens à ma monétisation. Mais de l'autre côté, t'as un monde presque mignon et détendu, façon Isekai de la grande époque, où il se passe rien de véritablement grave. Et voilà, le problème de Goblin Slayer, c'est qu'il essaie de mélanger ces 2 univers radicalement différents, comme s'il formait un tout cohérent, sauf que c'est clairement pas le cas. Et pour moi, c'est l'un des plus gros défauts de la série. Et on va finir, attention, avec pour moi le plus gros défaut de l'œuvre de Goblin Slayer. Attention, et j'en ai parlé au tout début de la vidéo, et on en revient effectivement avec le fait que la série esquive totalement les questions épineuses sur la moralité du Goblin Slayer. Et oui, donc le manga, ou le light novel, ou l'anime comme vous voulez, évite d'explorer en profondeur la moralité de son protagoniste, qui nous est pourtant présenté dès le début du premier épisode comme un personnage plongé dans l'obscurité.
C'est-à-dire qu'on le voit par exemple accomplir des trucs un peu picota niveau moralité, on le voit quand même tuer des bébés gobelins sans défense, et sans aucune hésitation. Ce qui crée une tension morale immédiate, puisque directement, la prêtresse lui dit « Mais est-ce qu'il n'existe pas des gentils gobelins peut-être ?» Et Goblin Slayer dit en mode « Non, il n'existe pas dans... Les seuls bons gobelins, c'est les gobelins morts. Les seuls gobelins, c'est ceux qui sortent pas de leur trou. » Voilà. Donc, dès le début, on te tend quand même une petite perche scénaristique, dans le sens où, attention, peut-être que le Goblin Slayer est trop obsédé par sa croisade vengeresse contre les gobelins, et peut-être qu'il y a quelque chose qu'il ne voit pas, ou qu'il ne voit plus dans les gobelins. Peut-être qu'il y a une humanité derrière ces petites créatures vertes. Pourquoi pas ? D'autant plus que, dès le 2e épisode, l'oncle de la cowgirl, l'oncle de la fermière, avertit sa nièce, en disant qu'elle devrait se détacher du Goblin Slayer, puisqu'il est trop loin allé dans son délire. Le gars, il est perdu, il est dans les ténèbres. Voilà. Il est même craint par certaines personnes au tout début de la série, et tout est mis en place pour nous montrer ce personnage comme un homme qui frôle dangereusement l'abîme. Un homme dont l'obsession pourrait presque le rendre aussi monstrueux que les gobelins eux-mêmes. Et donc voilà, si on revient à la fameuse scène où la prêtresse, avant que le Goblin Slayer tue les bébés gobelins, lui demande s'il est possible qu'il existe des gobelins gentils, et que lui, il dise non. Voilà, si on reprend cette scène-là, on se dit que, je sais pas, cette interaction sert un peu de fusil de Tchekhov, de foreshadowing, pour nous préparer à une future révélation, où l'idéologie Goblin Slayer serait remise en question. Et peut-être qu'on aurait découvert que les gobelins ont une certaine humanité, ou peut-être des raisons plus nuancées pour agir ainsi. Ce qui aurait donc pu offrir une perspective tragique et poignante, où le Goblin Slayer serait ironiquement révélé comme étant le véritable monstre de l'histoire, le véritable gobelin de Goblin Slayer. Et oui, et c'est ça qui me plaît, moi, dans la fiction. Vous me connaissez, bien entendu. Vous savez très bien que quand j'ai vu cette séquence dans le premier épisode de Goblin Slayer, j'étais exactement comme Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood, devant la télé, là, quand il fait « Oh, attention, avec son doigt, là. Voilà. J'étais comme ça, je me suis dit « Ah, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. » Voilà. Quand j'ai vu cette séquence, je me suis dit « Ah, super. Un personnage qui va sombrer dans les ténèbres, parce que pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que mon trope préféré dans la fiction, c'est le protagonist journey to villain, c'est-à-dire le protagoniste principal qui petit à petit sombre dans les ténèbres. C'est mon trope préféré, j'ai fait une vidéo là-dessus, voilà, que ce soit dans Spec Ops The Line, dans Unordinary, moi c'est mon trope préféré. Si vous avez ça dans votre histoire, voilà, 9 chances sur 10, je kiffe l'histoire, y a pas de souci. Donc forcément, j'étais hypé. Mais malheureusement, et vous le savez, la série n'emprunte jamais cette direction. Au lieu de cela, elle se contente de maintenir l'illusion d'une power fantasy, où Goblin Slayer reste le héros incontesté moralement parlant, aimé de tous et entouré d'un harem par-dessus le marché. La complexité morale initialement promise par la série est rapidement abandonnée, probablement pour ne pas rompre l'image du héros à des menaces manichéennes du bien contre le mal, sans aucune ambiguïté. Et en fin de compte, cette esquive totale de la moralité et des questions un peu picota, des questions épineuses sur le fait quand même de vouer toute une race aux gémonies, quand même, de vouloir défenestrer une race hostile, comme dirait l'autre. Ça, il n'y a pas du tout, il n'y a aucune question morale par rapport à ça. Il n'y a aucune exploration des thèmes plus profonds vis-à-vis de déclarer une croisade tous azimuts envers un peuple entier. Normalement, forcément, il y a un moment donné où on va se poser la question. Est-ce que c'est moral de faire ça? Le problème, c'est que plus la série continue, et plus les gobelins nous sont présentés comme étant une race de salopards absolus. Et à la fin, on se dit, merde, le Goblin Slayer a raison de vouloir les détruire. Encore une fois, cette série reste à la surface, refusant totalement de plonger dans les eaux un peu plus sombres et plus intéressantes qu'elle nous avait promis de prime abord, et qui aurait pu rendre Goblin Slayer beaucoup plus intriguant comme série. Donc voilà, encore une fois, j'aime bien la série, j'ai quand même pris un certain plaisir à la re-regarder, parce que de toutes les manières, voilà, ce que je dis au tout début de la vidéo sur le fait que, sur les trucs que j'ai aimés de la série, c'est pas caduque, je pense encore, voilà. Mais bon, encore une fois, je vais pas refaire la vidéo, malheureusement, ce sera non pour moi. Voilà, ce sera non pour moi, mais je pense que, très honnêtement, ce qui me fait surtout chier avec Goblin Slayer, c'est le potentiel gâché. C'est-à-dire qu'il y a certaines fictions que j'aime pas, et je me dis pas, c'est un potentiel, je me dis non, c'est juste mal écrit de A à Z, il y a même pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Alors que Goblin Slayer, tu te dis, il manque rien, quoi. Il manque un petit rien pour en faire une série extraordinaire. C'est vraiment dommage, bref. Alors voilà, la vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait plu. N'oubliez pas de vous abonner pour encourager la chaîne. Et si vous voulez, effectivement, d'aventure, me soutenir davantage, jetez un œil à nos t-shirts et mugs disponibles dans la boutique. Vous pouvez aussi, effectivement, faire un petit don via PayPal afin de soutenir financièrement la chaîne, car elle en a grand besoin. Voilà, petit coup de Patreon, petit coup de PDF si vous voulez, effectivement, vous jeter dans l'aventure YouTube, bref. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, et à la prochaine.